C'est ça maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire ce midi. Le webinaire vous est fièrement présenté par la communauté de pratique d'Alias, donner accès à liaison à intelligence artificielle en santé. Aujourd'hui, c'est François Pelletier qui va donner un atelier sur l'utilisation des LLM dans un contexte de recherche. Et puisque François fait partie du comité organisateur de la communauté de pratique, je vais le laisser se présenter et se donner son atelier. Juste une petite information pour tout le monde. Aujourd'hui, la présentation va être enregistrée pour pouvoir être disponible par la suite pour ceux qui l'auront manqué, mais aussi pour pouvoir écrire des outils et des guides si nécessaire. Bonne présentation. Tu peux y aller, François. Merci beaucoup, Sergio. Bienvenue à tout le monde. Super content de vous voir cet atelier lundi ensoleillé. C'est encore l'été, super le fun. Pour vous parler d'IA locale, donc c'est le sujet que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un sujet que j'essaie de développer une certaine expertise aussi dedans. Ce qui m'anime, ce qui m'attire dans le monde de la donnée, c'est aussi toute cette intersection entre l'innovation et d'un autre côté la protection de la vie privée. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, fait partie de mes intérêts professionnels aussi. Et donc, juste pour replacer un peu le métier, j'avais expliqué un peu dans le, le- le courriel de présentation dans l'invitation que je suis à la fois en ce moment professionnel de recherche à l'Université Laval et je suis aussi un entrepreneur du web. Donc, j'ai mon entreprise depuis 4 ans sur le web où j'accompagne beaucoup les gens autour d'enjeux du numérique, de vie privée, dans le domaine surtout des organisations communautaires, des petites entreprises. Fait que j'ai plusieurs chapeaux. Je suis impliqué dans beaucoup de communautés, dont la communauté d'Alias et dans divers organismes qu'on pourrait dire un peu plus militants au niveau de la protection de la vie privée, des logiciels libres et autres. Donc, je suis quelqu'un qui est assez présent sur les différentes plateformes pour parler de ces sujets-là. Puis ça me fait plaisir aujourd'hui d'amener peut-être un côté un peu plus technique pour les gens dans la recherche et particulièrement les gens dans la recherche en santé, qui est les gens qui se rassemblent autour de la communauté d'Alias. Donc, Sergio, est-ce que tu voulais dire d'autres petits mots ou tu me laisses commencer la présentation tout de suite? Tu peux y aller, 100% toi. C'est bon, super. Fait que je vais y aller dans le format, si on veut, j'ai monté du contenu, mais je suis quelqu'un qui est ouvert aussi à prendre une tangente si je vois qu'il y a un intérêt à discuter d'un sujet en particulier qui se manifeste dans le chat au fil du temps. Ce qui fait que je vais vous mentionnez quand je vais prendre une pause pour prendre les questions, mais ce ne sera pas nécessairement à la fin, là. Puis si je vois que le chat s'emballe un peu, je vais réagir puis je vais m'adapter aussi. Ma présentation est surtout sur deux aspects. Donc, le premier, je vais parler vraiment de qu'est-ce qu'on peut faire localement sur notre ordinateur. Donc, l'ordinateur qu'on a au bureau, euh, à l'exception du fait que si vous avez un service TI qui gère votre ordinateur, ben, il faut leur demander avant, bien entendu, avant d'installer des logiciels additionnels dessus. Mais disons, votre ordinateur à la maison que vous contrôlez, sur lequel vous travaillez, souvent comme chercheur, vous allez avoir un ordinateur plus personnel. Et deuxième volet, on va parler de l'infrastructure de recherche qu'on a dans nos universités au Québec, au Canada, via Calcul Québec, via Valéria à l'Université Laval. Il y a d'autres systèmes similaires dans d'autres universités. Et aussi l'Alliance pour la recherche numérique du Canada, l'anciennement Calcul Canada, qui a des infrastructures nationales. Comment on peut profiter de ça pour utiliser les processeurs, entre autres la puissance de calcul qu'il y a à ces endroits-là, pour rouler de euh, là, je vais utiliser IA aujourd'hui, mais je passe strictement de modèles de langage parce que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus large que uniquement les modèles de langage. Mais on va se permettre l'abus de langage aujourd'hui pour simplifier, étant donné que pour plusieurs, le premier pas dans l'intelligence artificielle a été via les modèles de langage qu'on connaît communément sous le nom commercial de ChatGPT et autres. Donc, ça a été pour plusieurs le premier pas dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on peut comprendre de la même façon qu'on a tout un frigidaire, même s'il est de notre marque dans notre cuisine. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que je le vois IA dans cette perspective-là.
Donc, pourquoi l'IA locale? Je reviens un petit peu, comme j'ai dit tantôt, la vie privée, la propriété intellectuelle, on en développe dans les universités, on en développe en recherche. Tant que c'est pas publié, ben, c'est précieux, c'est notre petit secret, puis on veut pas que ça sorte via la bouche d'un GAFAM, d'un Batix en Chine. On veut pas que notre idée sorte via des géants du web et qu'eux l'exploitent commercialement avant même qu'on ait pu la mettre à jour, la faire naître en notre nom. Fait que ça, c'est un gros enjeu qu'il y a au niveau de la recherche. On va parler d'espionnage industriel aussi via ces plateformes-là. Donc, on se protège à quelque part de ces menaces modernes à la vie académique. On va dire ça comme ça. Protection de la vie privée, surtout dans le domaine de la santé, dès qu'on a des comment dire, qu'on étudie des humains dans nos recherches, qu'on a des cobayes, des candidats, des gens dans une étude clinique, peu importe qui participent à notre recherche, qui sont des humains, on a tous les droits de la vie privée qui embarquent. La loi 5 sur les données de santé, la loi 25 plus at large au Québec, c'est des choses qui font partie de notre écosystème maintenant. On est de plus en plus familiarisé avec ça. Et troisième chose pour l'IA locale, c'est l'impact environnemental. On sait que l'IA générative commerciale, ChatGPT, Gemini, Anthropic, Grok de Elon Musk et autres ont un impact environnemental considérable. Au niveau de la consommation d'énergie, aussi des technologies de refroidissement qui demandent beaucoup d'eau pour refroidir les centres de données. Fait que ça, c'est des raisons d'utiliser de l'IA locale. Parce que malheureusement, il y a aussi des inconvénients, que je vais y arriver un peu plus tard, là. Mais bon, ça, c'est les bonnes raisons pour s'y intéresser. Et je vais vous présenter aujourd'hui deux outils pour débuter, qui sont OLAMA et qui sont Open Web UI, donc pour User Interface. On n'est pas dans les noms sexy du tout quand on parle de ce genre de logiciel-là, mais on ne retient pas ici le côté sexy, on retient les avantages que ça a pour notre pratique. Et il y a trois outils plus avancés que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais que je veux mentionner parce que ça peut être intéressant dans un contexte de recherche aussi. Donc, VLLM est un outil pour exécuter des modèles qui est plus sophistiqué, qui a plus de contrôle. Donc, vraiment au niveau de la recherche académique où ce qu'on veut avoir de la reproductibilité et autres, VLLM pourra être une approche plus avancée. Le logiciel Flowise est un logiciel pour construire des flux de traitement de données. Donc, quand on commence à avoir plusieurs étapes, on veut faire une recherche sur le web, on veut ajouter ça dans notre avec une banque de documents, on veut générer du contenu à partir de tout ça. On a des étapes. Donc là, on va aller avec un flow, donc un flux de traitement. Flowise fait ça. Et pour les gens qui codent, on va aller dans LangChain et LangGraph pour coder vraiment des flux de traitement précis de données avec des interfaces en Python ou en Java ou d'autres langages de programmation. Mais ça, on ne touche pas à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se limite à Olama et Open Web UI. Parce que sinon, il aurait fallu que je donne une masterclass d'une journée complète. Fait qu'on va y aller avec notre premier outil, Olama. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur d'inférence pour les modèles de langage et pour les plongements aussi. Ça, je vais y aller rapidement. C'est quoi un plongement? C'est la façon que les mots sont représentés à l'intérieur d'un modèle de langage, sont représentés avec un ensemble de nombres, un vecteur. Et ce vecteur-là s'appelle un plongement. Donc, c'est une séquence, ça peut être, disons, de 1024 chiffres. Et ces 1024 chiffres-là ensemble représentent un mot ou un concept ou une idée à l'intérieur d'un modèle de langage. Fait que Olama permet de faire de l'inférence sur les modèles de langage. Donc, on prend des modèles qui sont pré-entraînés. On les charge dans Olama et par la suite, on peut interagir avec le logiciel pour qu'il nous produise une sortie qui va être en général le prochain mot ou le prochain jeton qui correspond à ce qu'on lui a donné en entrée. Donc, on va interagir avec un Olama sous la forme d'un service web. Donc, c'est une technologie qui est une forme de serveur. Donc, on y envoie des demandes puis il nous retourne des réponses.
Et le Ollama va souvent être exécuté localement sur notre ordinateur sur le port. Donc, l'adresse réseau sur notre ordinateur va être 11 434 parce que si on prend les chiffres puis on trouve la lettre la plus proche, ça fait Lama. Et Lama était le premier modèle qu'on pourrait appeler à poids ouvert, publié par Meta, l'entreprise qui est derrière Facebook. C'est un des premiers modèles qui a été rendu public. Donc, Meta, l'entreprise, publie ses modèles. Euh, donc, ils rendent les fichiers binaires du modèle disponibles sur le web pour que tout le monde puisse les utiliser. Puis ça a été un peu ça qui a mené à l'IA locale, à quelque part. Ça a été cette initiative-là de Meta et leur modèle s'appelle Llama. Donc, un peu toute la quincaillerie qui s'est bâtie autour des modèles d'IA locales sont basés sur le nom Llama. Donc, llama2.cpp, qui est une librairie en C++. Et Ollama est construit par-dessus cette librairie-là et en fait un produit qui est plus utilisable sans que tu puisses, sans que tu aies à coder en C++ ou quoi que ce soit. Et comme c'est un service web, on peut aussi brancher des outils par-dessus, dont OpenWebUI que je vais vous montrer tout à l'heure. Fait qu'on a la ligne de commande. On peut l'utiliser via une interface web, donc avec CURL, pour juste envoyer des commandes web dessus. Il peut y avoir il y a un client qui est en langage Go. Donc, c'est le langage qui est utilisé pour faire l'interface par-dessus lama.cpp, c'est en Go. Et LangChain que je vous ai montré tantôt aussi, qui est pour faire des flux de traitement plus avancés. Donc, l'écosystème de Llama comprend ça ici. Et ce qu'on charge, c'est un modèle au format GGUF. Donc, c'est le format de fichier. Si vous téléchargez un modèle depuis le web, l'extension du fichier, c'est .gguf. Et je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est un format binaire de fichier pour contenir un modèle de langage. Je pense que c'est les initiales du créateur du format. Donc, comment on installe ça, un Ollama sur son ordinateur? Bon, aujourd'hui, je ne suis pas un cours de support technique, mais je vais juste vous donner les grandes lignes. Mais essentiellement, sur un Windows ou un Mac, on va aller sur le site web officiel, très important, parce qu'il y a des faux Ollama qui veulent nous donner. Donc, on va sur le vrai site web de Ollama et on télécharge le logiciel. Ouais, donc, Camille a mis la définition de GGUF dans le chat. Donc, on télécharge le logiciel depuis le site web officiel, pas sur télécharger.com ou Softronic ou peu importe, là, on va à la bonne place. Et les gens qui sont Linuxiens savent que tout se fait avec du code. Donc, ça, c'est la ligne de commande pour installer Ollama sur un Linux et sur Mac aussi. Ça marche aussi sur Mac. Mais pour y aller plus simple, on télécharge depuis le site web officiel et ça s'installe comme n'importe quoi d'autre. Suivant, 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 terminé, puis c'est installé. Euh, Après ça, ça va s'exécuter en arrière-plan sur l'ordinateur, ce qui fait que si vous ne l'utilisez pas activement, il ne prend pas de mémoire ou presque. Puis si vous chargez un modèle dedans et que le modèle n'est pas utilisé après 5 minutes, il va se décharger de la mémoire pour libérer de la place. Donc, on peut le laisser rouler en permanence sur l'ordinateur, ça ne prend pas de place. C'est intelligent dans le sens que ça détecte l'usage ou pas et ça va euh, être optimisé pour économiser. Ça ne videra pas votre batterie de laptop si vous laissez un modèle dedans. Une fois qu'on a installé Ollama, maintenant, il faut des modèles. On a parlé du fameux fichier GGUF ici. Ben, ça, il faut les obtenir. Mais ce qui est fun avec Ollama, c'est que ce travail-là de gérer une bibliothèque de modèles a été fait aussi par le logiciel. Donc, on peut les télécharger directement dans le logiciel au lieu d'avoir à aller sur le web et trouver des modèles par nous-mêmes. Ce qui est toujours possible de faire, mais Ollama gère un catalogue de modèles qui fonctionne bien dans le logiciel, donc qui ont été adaptés, qui ont été quantisés, et je ne connais pas la traduction française de ce mot-là, mais ils ont été quantisés en 4 bits. Donc, chaque paramètre occupe 4 bits dans la mémoire pour sauver de la place, pour permettre que ça puisse rouler sur le plus d'ordinateurs possible. Donc, 4 bits est un peu le compromis entre la super performance et de le rendre quasi inutilisable si on
on ne prend pas assez de précision pour chaque paramètre. Donc, c'est le compromis que Ollama utilise. Et donc, pour choisir un modèle, il faut savoir est-ce qu'on a un GPU ou pas dans notre ordinateur. Donc, un GPU, c'est un processeur graphique qui est capable de traiter les fameux vecteurs que j'ai parlé tantôt, là, les embeddings. Donc, il y a des processeurs, le principal marque, c'est NVIDIA. Je dirais NVIDIA 90% et plus du marché. Deuxième joueur qui est arrivé il y a 4-5 ans dans le monde des GPU, c'est Apple avec ses puces silicone, qui ont l'avantage que la mémoire est intégrée dans la puce. Puis je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Et AMD s'en vient sur le marché maintenant avec la gamme Ryzen AI 7 et Ryzen AI 9, qui sont des processeurs intégrés avec une architecture similaire à Apple, où ce que la mémoire est partagée entre le processeur normal, le CPU, et le GPU, le processeur graphique. C'est la même mémoire sur ces puces-là, ce qui permet de rouler des modèles IA avec quand même beaucoup de mémoire. Fait que c'est des avancées intéressantes qu'il y a du côté de AMD. NVIDIA, c'est toujours un truc qu'on branche à part dans PCI Express dans son ordinateur. Et Apple Silicon, ben, c'est intégré dans la puce depuis les séries M1, M1, M2 jusqu'à M4, puis M5 qui va sortir dans quelques jours, là. Fait que Apple, c'est à ce niveau-là. Euh, la question de Étienne dans le chat, est-ce que ça fonctionne aussi bien sur un GPU AMD que Nvidia? C'est vraiment pas AMD, ça dépend du processeur. C'est en recherche et développement. Il y a des versions expérimentales qui sont disponibles. Donc, c'est pas là 100%. Certains processeurs, oui, certains processeurs, non, pour AMD. Nvidia, ça marche sur pas mal tout ce qui est la technologie CUDA, donc peut-être les 10-12 dernières années facilement. Et Apple, comme j'ai dit, 4-5 dernières années pour profiter du GPU. La quantité de mémoire disponible dans l'ordinateur, donc si on roule sur CPU, sur notre processeur traditionnel, ça va prendre la mémoire RAM régulière de notre ordinateur. Si on est sur GPU, ben, il faut de la mémoire RAM vidéo, donc de la VRAM. Et c'est ça la nouveauté avec les nouveaux processeurs, c'est que cette mémoire-là maintenant est partageable. Donc, elle n'est pas partageable à 100%, mais elle est partageable autour de 70-75%, là. Ce qui est le cas sur les Apple Silicon. Moi, c'est ça que j'ai, là. J'ai un M2, puis j'ai 32 GB de RAM, puis je dirais qu'il y en a 24, autour de 24 qui peut être utilisé pour le GPU. Euh, Autre chose à tenir en compte, c'est la fenêtre de contexte. La fenêtre de contexte, c'est tout ce qu'on fournit au modèle en entrée. Donc, est-ce qu'on a des prompts qui sont très longs avec des exemples, des données dedans, du code, des documents? Donc, tout ça, il faut le compter parce que ça prend de la place additionnelle en plus du modèle. Donc, il faut avoir de la place pour mettre tout ça dedans. Et comme j'ai dit, la quantisation va aider à avoir des modèles plus petits. Donc, Ollama utilise 4 bits, mais comme si vous prenez VLLM que j'ai montré tantôt, là, vous pouvez avoir différents types de quantisation. Fait que, il y a différentes tailles de modèles qu'on va trouver. Même parfois, le même modèle va être disponible en plusieurs versions de différentes tailles. Et une règle du pouce, c'est pas mal 70% du nombre de paramètres va représenter la mémoire, mais avec un petit overhead pour la gestion de la mémoire. Fait qu'un modèle 2B, on peut se dire que ça prend 2 gigs. Un modèle 7B, ça prend à peu près 5 gigs. Puis un modèle 32B, ça prend 23. Puis ça rend flush sur 32 quand tu as 32 sur un Apple. Parce que c'est ça que j'ai là. Puis si je ferme toutes mes applications sur mon ordinateur, je suis capable de charger un modèle 32B. Puis j'ai quasiment plus de fenêtre de contexte, puis mon ordinateur étouffe un petit peu à ce moment-là. Fait que c'est pas mal la limite que j'ai été capable de tester avec 32B, ça rentre sur un processeur AMD ou Apple avec 32 GB de mémoire. C'est pas mal ça la limite. Mais là, tu n'as plus de place pour ton contexte quasiment. Fait que j'utilise, moi, principalement des modèles 7B. Je trouve que c'est le bon compromis pour un ordinateur à la maison. Fait que, comme j'ai dit, il faut ajouter le contexte. Donc, pour calculer le contexte, ça dépend, c'est le nombre de jetons plus l'architecture du modèle. Mais après ça, une fois qu'on a trouvé l'information, c'est linéaire. Puis j'ai mis ici un lien vers un outil de calcul qui, tout ça va vous être partagé.
L'outil de calcul permet de calculer la mémoire totale qu'on a besoin avec le contexte plus le modèle. Donc, outil super pratique pour savoir si on va déborder ou pas. Sinon, on peut y aller de façon expérimentale en chargeant le modèle puis en changeant la taille de contexte dans Olama. Puis, à un moment donné, ben, tu le vois quand ça déborde sur le CPU. J'en parle tout de suite après. Donc, différents types de modèles. Là, j'aurai pas le temps aujourd'hui d'aller en détail, mais je vais juste vous dire, il y a différents types de modèles de langage. Les modèles denses sont tous chargés en mémoire au complet d'un seul coup, puis tous les paramètres sont utilisés. Donc, si on charge un modèle comme euh, Granite 3.3, c'est un modèle dense. Et il va tenir au complet en mémoire, puis tous les paramètres vont être activés à chaque fois. Il y a les modèles, ça c'est de plus en plus fréquent, Mixture of Experts, donc un mélange d'experts. Au lieu d'avoir un seul modèle, c'est comme si tu en avais plusieurs. Et tu as une partie au début du modèle qui choisit, OK, ben là, tu as une question de mathématiques. Ben, le modèle 3, c'est lui qui est meilleur en mathématiques. Fait que ça va juste activer une partie des paramètres, ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace au niveau consommation d'énergie du GPU. Par contre, ça prend toute la place en mémoire pareil. Donc, il faut tout charger en mémoire. C'est juste que ce n'est pas tout qui est activé pour faire les calculs. Ça, c'est le mélange d'experts. Les modèles réflectifs, donc ça, ils ont une forme de trace avant de donner une réponse qui s'appelle un thinking ou une pensée, mais ça, c'est très anthropomorphiste. Dans le fond, ça réécrit ton prompt itérativement jusqu'à temps que le prompt soit atteint un certain critère d'optimisation, puis par la suite, la réponse est générée. Donc, ça, on voit ça avec DeepSeek, entre autres, le modèle qui vient de la Chine. DeepSeek a été un des premiers modèles à amener ça. Puis là, ça s'est répandu avec chez OpenAI, ça a été les modèles de la série O1, O3, etc. Et maintenant, pas mal tous les gros modèles de langage sont de type réflectif. Ça a pris pas mal le marché parce que ça avait certains avantages. Puis l'autre aussi, c'est que ça dépense beaucoup, beaucoup plus d'énergie et de jetons. Puis ben, ça leur ramène de l'argent parce qu'on paye aux jetons. Fait que ça, c'est mon opinion personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une question d'argent en arrière de tout ça pour nous faire dépenser plus rapidement les crédits. Et il y a des modèles de vision aussi qu'on peut leur donner des images et poser des questions sur les images. Et ça fait partie aussi des modèles de langage parce que l'image est envoyée en entrée, là. Aujourd'hui, je ne parle pas du tout de ce qui est de diffusion, qui est la génération de pixels là, générés des images. Là. Fait qu'on ne couvre pas ça aujourd'hui. Les architectures, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça, c'est avec un NVIDIA, donc on va avoir vraiment un GPU séparé. Le GPU va avoir sa propre mémoire. Entre les deux, on a un bus PCI Express. Ça, c'est la place que vous clippez votre carte dans l'ordinateur, là, un gros rectangle noir, là, puis c'est là-dedans que vous clippez votre carte vidéo. Là. Ça, c'est un port PCI Express. C'est sur la carte mère. Puis après ça, ben, il faut que ça communique après ça avec le CPU. Fait que quand on utilise un GPU, il faut charger tout dans la mémoire du CPU. Puis par la suite, ça passe dans le port PCI Express. C'est envoyé sur le GPU. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un temps de chargement du modèle quand on utilise un processeur NVIDIA. Donc, faut le charger en premier dans notre mémoire. Puis après ça, il faut l'envoyer sur le processeur graphique. Puis ça, c'est super important parce que quand on va utiliser l'infrastructure universitaire, c'est ça qu'on a. Que ce soit Calcul Québec et autres, là, c'est tout comme ça, Calcul Québec. Là. J'avais parlé un petit peu rapidement d'Apple Silicon. Apple, eux, c'est différent. Vous voyez les deux morceaux de mémoire ici qui étaient séparés. Eux, ils les ont reliés ensemble, puis ils les relient à travers au CPU, au GPU et à leur Neural Engine, qui est juste une autre sorte de GPU, essentiellement. Et ils relient ça via ce qu'ils appelle le Fabric. Donc, c'est une architecture différente qui a été développée chez Apple pour permettre à la fois au CPU puis au GPU d'utiliser la mémoire qui est disponible au complet. Au complet, jusqu'à 75% au GPU parce que le GPU ne peut pas vivre seul sans le CPU, fait qu'on ne peut pas y donner toute la mémoire. Fait que ça, c'est chez Apple, c'est les innovations qui ont été faites dans les dernières années. AMD a un système similaire avec les puces Ryzen AI. Donc, on s'en va vers ça. Je dirais que d'ici une dizaine d'années, ça va être dominant comme architecture de processeur. Donc, je disais tantôt, faire attention au déversement sur le CPU. Donc, si vous n'avez pas assez de place dans la mémoire de vidéo VRAM,
Tout le reste va être déversé dans la RAM régulière. Et le pire scénario qu'on peut avoir, c'est que ça déborde et qu'on utilise une partie de GPU, une partie de CPU. Parce que là, il y a des échanges aller-retour qui se font à travers le bus PCI Express qu'on a ici. Puis ça, on veut absolument éviter ça. Des allers-retours entre les deux, là, c'est très, très peu performant. Les bus roulent à 1600 MHz, 1800. Nos processeurs sont dans les 20 000, 30 000. Les GPU, on est dans les 60 000. Fait qu'on a une perte de 30 à 50 fois la puissance de calcul si on bascule aller-retour entre les deux. Ça, je l'avais noté ici. Ouais, 30 à 50 fois moins rapide qu'un GPU pour les calculs si on déborde. Fait que l'important, c'est que soit on travaille juste sur le GPU, puis si ça ne rentre pas, on peut travailler juste sur le CPU. Ça va être plus lent, mais ça va être beaucoup moins pire que si on essaie de faire des échanges entre les deux. Parce que le plus lent dans l'ordinateur, c'est le bus PCI Express. Fait qu'il faut éviter de passer à travers le moins souvent possible. Fait que ça, c'est pour la théorie, si on veut. Olama s'utilise en ligne de commande, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, on peut télécharger des modèles avec la commande pull. C'est les mêmes verbes que Docker. Pour ceux qui ont déjà utilisé Docker pour faire des conteneurs sur ordinateur, sur les serveurs, c'est les mêmes commandes. Donc, pull, ça va télécharger un modèle. Si on va sur le site web de Olama, puis il y a le catalogue, on choisit celui qu'on veut et on met le nom du modèle et la taille. Là, j'ai double-cliqué, fait que vous voyez le code de mes slides à la place. Je vais revenir où est-ce que j'étais. J'étais ici. Donc, c'est ça. Le pull, c'est pour télécharger. Run, c'est pour l'exécuter. Mais si on utilise un autre outil, on n'a pas besoin de faire run parce que dès qu'on appelle un modèle la première fois, il est chargé. Pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre mémoire, on va faire Olama PS, donc pour process. Et Olama list, ça liste tous ceux qu'on a téléchargés sur l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on a disponible sous la main pour travailler. Et pour changer la taille du contexte, ce qui est super important parce que Olama, par défaut, vient juste avec 2048 jetons de contexte. En général, on va vouloir grossir. Ça dépend toujours de ce qu'on a disponible comme mémoire. Mais disons pour travailler avec 16 384, donc 16, ce qu'on appelle 16K, mais tout est en puissance de 2 dans l'informatique. Ben, on change ici set parameter, num CTX et on met le chiffre de contexte qu'on veut. Puis là, ben, quand j'ai fait Olama PS avec mon modèle mis à jour, là, j'avais un modèle 8B qui prend à peu près 5 GB. Ben, en rajoutant plus de contexte, ben là, je suis rendu à 7.6. Puis on voit, ça roule 100% GPU encore. Puis ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Il faut s'assurer que ça ne déborde pas sur le CPU, sinon ça va être super lent. Fait que ça, moi, je suis capable de rouler ça sur mon ordinateur sans problème ici. Le modèle que j'utilise, c'est Qwen 3. Donc, c'est Alibaba, l'entreprise chinoise qui produit les modèles Qwen. Ils sont tous disponibles gratuitement, leurs modèles. Et c'est des modèles que j'ai expérimentés qui ont un bon rapport qualité et taille. Donc, j'aime bien travailler avec ces modèles-là. Fait que ça, c'est pour la partie Olama. Je peux arrêter un petit peu, prendre des questions avant de me lancer dans la deuxième partie. Parce que je vais parler plus des interfaces pour utiliser les différents modèles. S'il y a des questions dans le chat, vous pouvez lever la main. Je vois juste pas moi les mains levées, s'il y en a. On n'a pas de main levée pour le moment, C'est bon. François. C'est bon, on se lance. Là, je vais vous parler rapidement de OpenWebUI parce que ça pourrait faire un énorme sujet en soi, mais c'est juste pour vous présenter une interface possible à Olama parce que la ligne de commande, c'est bien beau, mais c'est pas sexy, puis ça ressemble pas à ChatGPT, puis c'est pas attrayant. Fait qu'on va avoir de quoi de graphique, de visuel qui ressemble à ce qu'on connaît. Euh, pour exécuter OpenWebUI, il faut rouler cette horrible ligne de commande-là. Elle est vraiment pas chic. Il faut installer Docker sur notre ordinateur avant, ce qui ça fait bien, bien honnêtement. Ça s'installe aussi comme Olama. Sur Windows et Mac, il y a ce qui s'appelle Docker Desktop que vous pouvez installer, qui est un logiciel. C'est un petit bateau blanc sur fond bleu, c'est cute. Et ça permet de rouler des conteneurs, qui est un type de logiciel portable qu'on utilise surtout sur les serveurs, mais là, on va l'utiliser sur notre ordinateur localement. Et pour démarrer Docker,
de OpenWebUI, il faut rouler ce truc-là, qui a l'avantage de fonctionner sur Mac, sur Windows et sur Linux. Je l'ai testé avec les trois, fait que c'est pas chic, mais au moins j'en ai fait une qui marche partout. Fait que ça, je vais vous la rendre disponible après avec le contenu de la présentation. Et quand on lance cette horrible commande-là, on a OpenWebUI qui roule sur notre ordinateur et qui a le look d'un chat tel qu'on le connaît de type ChatGPT, Claude, Gemini et autres, là. Donc, on a l'interface de conversation. Et ici, j'ai lancé une conversation avec mon fameux modèle de tantôt, Qwen 3 8B avec 16 000 de contexte. Et j'ai donné un document. Donc, c'est un document qui a à peu près 50 pages des Nations Unies sur l'utilisation de l'informatique libre dans les municipalités. Parce qu'on est en élection, puis je suis un gars d'informatique libre, fait que c'est le genre de sujet que je lis ces temps-ci. Et j'ai dit, ben, résume-moi ce document. Tout simplement, ça, c'est mon prompt ici. J'ai dit, résume-moi ce document-là. Et là, Qwen a réfléchi et a sorti des extraits du document et m'a essayé de me faire un petit résumé. Et chose intéressante avec OpenWebUI, c'est qu'il peut développer des questions de suivi. Donc, on peut continuer la conversation avec l'outil. Et tout ça se fait entièrement localement sur notre ordinateur. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant pour un modèle 8B, qui n'est pas un modèle énorme. On est 100 fois plus petit que les modèles comme Claude, GPT-5 et autres, là, en termes de taille. Ben, on est capable d'analyser des documents, d'extraire, de faire des résumés, de corriger des textes, de générer des idées, de corriger l'orthographe, des choses comme ça. Donc, c'est des modèles qui sont intéressants pour un usage privé et qui sont suffisamment performants pour dire, OK, tu n'auras pas nécessairement le goût de sauter tout de suite à un modèle sur le web. Fait que c'est surtout ça qu'on recherche parce que non, on ne pourra pas rouler des modèles énormes sur notre ordinateur. Puis, dépendant de vos budgets, vous ne serez pas capable non plus de le faire sur de l'infrastructure académique. Mais c'est de dire, OK, on n'a pas besoin du modèle énorme pour être capable d'en faire beaucoup avec un modèle d'une taille beaucoup plus petite, là. Fait que je voulais montrer un peu cet exemple-là. Euh, c'est un logiciel qui a beaucoup de fonctionnalités OpenWebUI. Donc, je vous invite à l'installer, à explorer. Vous installez au Lama en premier, OpenWebUI. Et vous pouvez explorer, il y a des outils, par exemple, on peut connecter YouTube pour aller chercher les transcripts des vidéos qui ont été mises sur YouTube. On peut connecter un moteur de recherche pour faire des recherches de manière itérative. Moi, j'utilise un moteur de recherche pour ajouter des liens dans mes URL. C'est une chose que je fais. J'écris un texte avec des noms de logiciels, puis j'ai dit, ben, prends tous les noms de logiciels mentionnés, va chercher le site officiel, puis crée un lien. Fait que ça me sauve 10 minutes d'aller chercher tous les liens un par un. Fait que c'est un usage de l'IA générative avec un moteur de recherche que j'aime bien faire. Ça, c'était la partie OpenWebUI. C'est pas long, mais je vais juste vous le montrer que ça existe et que c'est une interface possible. Il y en a d'autres, LM Studio, ça pullule en ce moment. Il y en a plein qui sortent sur le marché. Mais celle-là est assez sophistiquée. Puis surtout, comme tous les paramètres sont visibles, ben, pour la recherche, ça fait de la recherche qui est reproductible parce qu'on peut, sans pouvoir répliquer à 100% ce qu'un modèle génère, on peut fixer beaucoup des paramètres pour au moins que ça nous donne toujours le même genre de réponse, là. Fait qu'il y a il y a un élément aléatoire dans l'intelligence artificielle générative que même si on met tous les paramètres figés, ça ne donne jamais exactement le même résultat, mais au moins on peut. On contrôle ce qu'on peut en recherche, hein. Fait que là, on peut en figer quand même beaucoup dans OpenWebUI par rapport à des logiciels qui ont des belles interfaces cute, mais que tu contrôles très peu les paramètres, là. Fait que j'avais choisi cela dans un contexte de recherche justement pour être capable de bien documenter le travail qu'on a fait, même si ce n'est pas parfait. Fait que, ça, c'était ma partie, tout ce qu'on peut faire sur notre ordinateur. Là, on se transfère dans le centre de données académique, ce qu'on appelle l'infrastructure HPC, High Performance Computing, avec des batchs. Fait que là, les logiciels comme Slurm, comme Singularity pour rouler des conteneurs. Tantôt, j'ai parlé de Docker sur notre ordinateur. Ben, dans un centre de données académique, on utilise Singularity, là. Auparavant, ça s'appelait Apptainer. Fait que c'est des conteneurs Singularity. Donc, on va travailler avec
Ça, j'avais mis des exemples ici. On va utiliser le langage Python, qui est, je dirais, le langage le plus abordable à utiliser dans de l'infrastructure de calcul scientifique. L'autre, c'est le C++, mais les gens qui sont à l'aise en C++, habituellement, sont déjà assez avancés en termes de compétences numériques et n'ont pas besoin d'une intro. Fait que je me suis dit, OK, si tu ne sais pas programmer aujourd'hui, puis tu es dans tes débuts avec ce type d'infrastructure-là, ben, le langage Python est probablement le langage le plus facile à aborder. Un autre langage qui est possible, utilisé en recherche, c'est le langage R. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais ce que je vous montre là aujourd'hui pourrait aussi être fait avec des équivalences dans le langage R, qui est un langage statistique. Donc, qui est souvent disponible aussi sur les clusters de recherche. Donc, avoir accès à une session Jupyter, je pense que maintenant la plupart des clusters de calcul offrent les Jupyter Notebook parce que c'est beaucoup plus facile que d'écrire du code en ligne de commande. Fait que c'est plus abordable cette façon de travailler. J'ai monté un notebook aussi que je vais vous partager. Je vais tout mettre ça, les liens sur la communauté d'Alias aussi. Fait que ça va vous donner une belle occasion de me faire un tour sur notre Mattermost. Je vais vous partager un notebook Jupyter aussi que j'ai monté. Fait que, ça, c'est configuration minimum. Là, je vous donne un exemple pour un modèle 7B. Juste pour vous donner un peu que c'est un peu différent que sur notre ordinateur en termes de configuration matérielle. Pour un modèle 7B ou un 8B comme Qwen que j'ai utilisé tantôt, il faut prendre une instance de calcul avec 32 gigs. Et la raison pour laquelle il faut 32 gigs, c'est qu'il faut être capable de charger le modèle pour ensuite l'envoyer dans le GPU. Comme j'avais parlé tantôt avec l'histoire du PCI Express, là. En bas de 32, j'ai essayé puis ça ne marche pas bien, là. Fait que ça, j'ai vraiment fait les tests pour arriver au fait que faut prendre une instance avec 32 gigs de mémoire sur le cluster. Sans considérer le GPU. Après ça, on a juste besoin de 2 processeurs CPU parce que c'est pas lui qui va travailler, c'est le GPU qui va travailler. Donc, on peut prendre une instance avec 2 processeurs parce que il y a 2, 4, 8, il y a plein de tailles. Souvent, c'est ça qui coûte cher quand on loue, c'est le CPU. Fait qu'on peut prendre 2, ça fonctionne bien. Je l'ai testé à 2, c'est correct. Et après ça, ben, on prend les GPU qui sont disponibles. On va voir souvent des H100, des A100. C'est différents modèles. Même les modèles un peu plus vieux, là, ça fait en bas sa job, là. Fait qu'il y a des modèles qui vont avoir 16. Je pense pas qu'il y a de GPU dans les centres de données qui ont en bas de 16 GB maintenant, là. À moins qu'il y ait des vieux GPU qui soient encore sur place, qui n'aient pas été décommissionnés, mais ils ont tous 16 de VRAM maintenant minimum. Fait qu'un modèle 7B non quantisé, qui prend à peu près 12-13 GB, il rentre tout sur ces processeurs-là sans problème. Après ça, c'est la partie souvent qui est un peu anxiogène parce que c'est pas comme chez nous. C'est d'utiliser le système de modules, les modules CVMFS, là, donc le système de modules pour les logiciels préinstallés scientifiques, là. Donc, pour utiliser les LLM, il faut utiliser le module Python. Donc, en ce moment, on va prendre 3.12, même si 3.13 est disponible, parce que les librairies CUDA ne sont pas toutes compilées pour 3.13 en Python. Fait que, 3.12, CUDA 12.6, même si 12.7, 12.8 sont sortis, on prend ceux-là. Pour en charger un paquet d'affaires d'un seul coup, ben, le SciPy Stack de 2025 a. Avec ces trois-là, j'avais tout ce qu'il me fallait. Fait que, au lieu d'en avoir un paquet et d'expérimenter, avec ces trois-là, on peut rouler des modèles de langage en Python. Ensuite, on crée un environnement virtuel. Donc, ça, c'est les procédures, vous allez les avoir sur votre Calcul Québec et autres. Là, ils ont toutes leurs procédures pour créer un environnement virtuel. Donc, on va sur le nœud principal, le nœud de connexion. On va créer notre environnement virtuel. On va télécharger nos modèles, tout ça, avant de lancer une instance de calcul. Donc, on fait ça sur les nœuds d'accueil ou les nœuds frontales du cluster, ce genre de traitement-là. Ça, je l'avais écrit ici sur le nœud frontal. Donc, nos modules, on crée notre environnement. On va installer en Python, donc avec PIP install. On va installer 3 paquets qui sont Transformers, qui est, j'ai encore double-cliqué,
Transformers, c'est la librairie développée par l'entreprise Hugging Face, qui est pas mal le hub de l'IA local. Donc, dans le code, on a GitHub, qui est comme pas mal l'univers de tout l'open source se trouve là. Pour les modèles à poids ouvert, c'est Hugging Face, l'entreprise. Et eux ont développé Transformer, qui est une librairie qui permet de connecter tous les modèles chez Hugging Face. C'est bon. Stéphane, je te répondrai plus tard à cette question-là. Je vais en parler vers la fin. Donc, Transformer, c'est pour charger les modèles. Donc, c'est l'équivalent de notre Ollama. Mais en Python, c'est Transformer. Torch, ça, c'est PyTorch. C'est la librairie pour le deep learning. Donc, c'est ce qui permet d'inférencer les modèles dans le langage Python. Fait que c'est ça un peu qui va lire le format. On avait GGUF pour Ollama. Quand on est avec Transformer ici, on va avoir des safe answers. Donc, le format safe answers va être lu par PyTorch. Et bon, le package s'appelle Torch historiquement, mais c'est PyTorch. Ça a été développé par Meta aussi. C'est leur technologie de calcul. Et Accelerate ici, qui est une autre dépendance qui permet de. Ça a rapport au transfert des modèles dans les GPU. Donc, on met nos index ici pour utiliser les paquets qui ont été compilés pour l'infrastructure de calcul. Fait que ça va aller chercher les packages qui sont déjà dans l'environnement module, qui sont plus rapides et plus fiables pour les clusters HPC parce qu'ils étaient compilés. Le code source a été compilé spécifiquement pour l'infrastructure sur laquelle vous travaillez. Donc, c'est plus rapide à installer, puis ça va être plus performant. Donc, il faut prendre ce que les équipes, que ce soit chez Calcul Québec, chez Valeria, à l'Alliance de recherche numérique, eux, ils ont compilé les packages pour nous pour que ça soit performant. Il faut prendre le travail qu'ils ont fait. Souvent, ça va être écrit après le point Calcul Canada ou quelque chose comme ça dans le nom du paquet. Ça, c'est optimisé pour nous, là. Dernière chose, il faut faire un kernel. Donc, Jupyter, les notebooks ont un kernel. Donc, c'est avec ça qu'on se connecte sur le langage Python à partir de l'interface web. Donc, il faut installer dans notre environnement ipkernel, qui est le package pour se connecter sur l'environnement qu'on a créé. Une fois que ça c'est fait, on peut télécharger nos modèles. Donc là, j'ai écrit un petit bout de code qui permet de télécharger les modèles. L'idée, c'est que si on ne les télécharge pas d'avance, ils vont se télécharger la première fois qu'on va les demander. Puis ça, ben, ça va compter dans le temps de calcul de l'instance qu'on loue. Fait que c'est mieux de le faire avant. Fait que comme ça, quand on lance notre calcul sur notre instance, ben, si on a loué notre instance pour 4 heures, ben, on sait que les 4 heures vont servir à rouler le calcul et non pas à télécharger puis à installer des modèles. Fait que on le fait d'avance. Fait que ce petit bout de code-là ici va télécharger Qwen 2.5 7B sur le nœud frontal pour qu'il soit disponible dans l'environnement Python pour qu'on puisse le charger tout de suite au bon moment. Fait que ça aussi, je vais vous le partager, ce petit bout de code-là. Après ça, configuration, là, on va passer sur l'instance de calcul. Une fois que l'environnement est créé, le kernel est créé, on a téléchargé nos modèles, ben, on est prêt à lancer des calculs. Fait que ça, on fait ça sur l'instance de calcul qu'on réserve. Fait qu'on peut soit le réserver via l'interface graphique avec les Jupyter Notebook, ou on peut lancer des commandes avec Slurm et SBatch pour réserver une instance de calcul. Fait que ça, c'est selon les besoins de votre projet. Fait qu'une fois qu'on a une instance de calcul, on va rouler un petit peu le même code, mais là, on est prêt à charger notre modèle. Donc, on va charger le tokenizer, puis on va charger notre modèle. Le tokenizer, c'est ce qui sépare votre prompt en jetons séparés, donc en mots si on veut. Puis c'est ça qui va les vectoriser en embedding par la suite. Donc, on charge tout ce qu'il faut en mémoire, puis on va les charger dans le device CUDA, qui est les cartes NVIDIA dans les centres de données. Fait qu'on on charge notre modèle, et le modèle, on l'envoie to device. Donc, dans la VRAM. Donc, quand on est ici, ça ici, ça se fait dans la RAM
du CPU dans la RAM régulière et tout device se fait dans la VRAM. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt qu'il fallait en prendre 32 pour être sûr parce que ça prend beaucoup de place. Puis ben, il n'y a pas de 24 dans les tailles, là, c'est toujours 16 ou 32 les tailles de. Toujours des puissances de 2, les tailles qu'on choisit. Fait qu'à 16, ça rentre pas parce que le modèle, il y a 13 quelque chose, là, ce modèle-là. Fait qu'il faut prendre 32. Puis après ça, ben, si le GPU, il y a juste 16, c'est correct. Parce que lui, il l'a juste une fois. C'est juste que le modèle plus tout l'environnement de calcul, les packages qu'on a loadés avec les modules, Python, tout ça, ça prend de la place. Fait qu'il faut le compter. Après ça, quelques bonnes pratiques. Gérer la mémoire, donc il faut choisir les modèles avec la bonne quantisation pour nos besoins. Ça, il faut expérimenter un petit peu avec aussi, voir c'est quoi les limites. Mais en bas de 4, là, de Q4, là, on ne touche pas à ça, à moins d'avoir vraiment un besoin de recherche spécifique. Là, on n'ira pas en bas de 4 parce que les modèles, la performance se dégrade. Rendu là, tu es mieux de prendre un modèle plus petit en nombre de paramètres, mais avec une meilleure quantisation, que de prendre un gros modèle et d'essayer de prendre le plus petit possible. Ça ne donne pas des super bons résultats. Fait qu'on, on est mieux d'utiliser on utilise la quantisation, mais on ne va pas trop petit. On peut changer de taille de modèle. Puis ça s'améliore tellement vite aussi, les tailles de modèle. Là, je me rappelle, quand GPT-2 est sorti, puis là, personne s'intéressait encore au modèle génératif quand GPT-2 est sorti parce que c'était un modèle horrible. Mais GPT-2, c'était un modèle 2B. C'était tout petit. GPT-3 est un 175B, donc presque 100 fois plus gros. Mais le modèle GPT-2, il était pourri, là. J'entends, là, c'était vraiment un prototype. Ils l'ont retiré du marché après quelques jours parce que ça disait des insanités, ce truc-là. Mais aujourd'hui, un modèle 2B, si vous prenez Granite, vous prenez Llama, si vous prenez Qwen, vous prenez un modèle 2B, c'est des modèles qui sont franchement intéressants pour plusieurs tâches. Euh, c'est des modèles qui ont énormément de maturité à cause d'une technologie qui s'appelle la distillation, où on prend un gros modèle puis on fabrique un plus petit modèle à partir du plus gros. À cause de cette technologie-là qui s'appelle la distillation, ben, on a des petits modèles maintenant qui sont un peu plus spécialisés, mais qui sont franchement bons. Là, puis la recherche en va beaucoup dans cette direction-là. Optimisation des performances. Donc, sur les serveurs HPC, souvent, on peut avoir jusqu'à 8 GPU. 6 sont disponibles, si on a le budget pour. Sont reliés les GPU avec le NVLink de NVIDIA. C'est comme si c'était juste un GPU. C'est pas l'histoire du PCI Express tantôt. Le lien NVIDIA NVLink, là, c'est extrêmement performant entre les GPU. C'est comme si c'était juste un GPU. Ça peut être très intéressant. Fait que si vous voulez rouler un gros modèle en batch sur un ensemble de données, vous lancez ça en calcul 4 heures, ben, c'est beaucoup plus performant que de prendre juste un processeur puis de le rouler sur, mettons, 16 heures ou 32 heures. Ce qui, au bout du compte, va vous coûter la même affaire. Mais vous êtes mieux de profiter du parallélisme puis que ça prenne moins de temps puis tout rouler en batch ensemble. Fait que ça, vous allez avoir des gains de coûts et de performance là-dessus, du fait que les liens entre les GPU sont très, très performants maintenant. Après ça, au niveau reproductibilité, ben, en utilisant les modules puis en notant les versions des modèles, c'est intéressant aussi parce que là, on a une trace de tout ce qu'on a utilisé. Puis l'avantage des modules CVMFS qu'il y a sur les clusters, ben, c'est que c'est des versions qui sont normalisées. Fait que, tu sais, vous pouvez mettre dans votre recherche que vous avez utilisé ces trois modules-là ici. Puis ça fait que n'importe qui dans le monde ou presque est sur un cluster de recherche, parce que ça, c'est la technologie de recherche nucléaire au CERN en Europe, là, en Suisse. Toute la planète ou presque utilise cette technologie-là maintenant sur les clusters de calcul, ce qui fait qu'en disant que vous avez utilisé ces trois-là, les trois modules, ben, c'est reproductible. Vous faites de la recherche qui est reproductible grâce à ça, parce que ça a été normalisé partout dans le monde. Après ça, dernière chose, on utilise des Jupyter Notebook. On fait attention de ne pas sauvegarder les Jupyter Notebook avec des données dedans. On les vide toujours avant de les sauvegarder parce que c'est là-dedans qu'il peut se cacher des données sensibles, puis ça vient problématique
surtout si vous utilisez du versionnage de code comme Git, GitLab, des choses comme ça. Si vous ne videz pas vos notebooks, ben là, il y a des données confidentielles qui se ramassent dans l'historique des projets. C'est juste une mise en garde ici. Les Jupyter Notebook, c'est bien le fun, mais si vous allez travailler avec des données médicales, avec des données patients et autres, ben faites vraiment attention avant de sauvegarder. Puis je parle de vécu, là. Fait que faut faire attention à ça. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous présenter. Euh, je regarde les questions dans le chat. Ça, Stéphane, tu m'as demandé pour coder l'environnement virtuel. Oui, ça, les modèles de langage, je ne sais pas à quel point on peut en avoir besoin, mais oui, c'est des choses, comment dire, on peut mettre ça sur des laptops, là. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, on peut être sur des laptops, là. Donc, si on se déploie mettons, sur le terrain avec le labo mobile, puis on veut commencer à travailler notre méthode en intégrant aussi un peu de photogrammétrie, on pourrait commencer à travailler sur la virtualité, là, un petit peu, là, live, là. On n'aura pas besoin d'attendre des mois. Ah ben là, on est dans l'imagerie, non. Les modèles d'imagerie, on est encore avec des besoins de calcul beaucoup plus élevés que ça. On pourrait traiter c'est vraiment pour traiter du texte ici, là. OK, mais dans les deux cas, si on a accès à calcul à distance, je veux dire, on serait capable. Oui, on pourrait shooter nos données puis les envoyer sur la deuxième partie, sur un cluster de recherche, puis rouler des batchs. Oui, OK, fait qu'on en parlera à lui mercredi. c'est bon, c'est bon. Gabriel, c'est une méthode quelconque pour évaluer si un modèle est performant ou pas? Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de ce qui sort de là. Quand on utilise un modèle de langage, analyser, étudier la sortie du modèle, c'est un tout autre champ de recherche. Puis la mesure de la performance de ce qui sort est une métrique que l'on doit définir comme chercheur pour notre propre projet de recherche. Donc, pour définir qu'est-ce qu'il y a au niveau de quantisation et autres, c'est ça. Il faut définir nos propres recherches parce que c'est un peu une boîte noire, les modèles. C'est pas une science qu'on maîtrise qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un modèle de langage. Fait que, comme toute boîte noire statistique, il faut définir nos métriques en sortie selon vraiment nos besoins. Il n'y a pas de règle universelle à ce niveau-là. Fait que moi aujourd'hui, je montre l'outil, mais après ça, comment on l'utilise et autres, il faut vraiment définir ça dans notre protocole de recherche. C'est quoi nos règles pour analyser et juste qualifier ce qui sort d'un modèle. Puis le petit exemple que je voulais vous montrer rapidement, c'était. Je vais aller ça ici. Je vais vous montrer ça ici. C'est juste un petit exemple fun que j'avais fait pour vous montrer. Fait que ça, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a rien de nouveau ici. C'est un exemple que j'avais fait chez nous à l'Université Laval parce que c'est lui que j'ai accès comme HPC. Ça, c'est ce que j'ai montré tantôt. On charge le modèle, les modules, tout ça, le kernel, tout ça. On descend. Puis moi, j'ai fait générer mon prompt que j'ai fait générer, c'est des menus de cafétéria. Fait que j'ai donné un modèle de menu. Puis j'ai dit, génère-moi 50 menus de cafétéria basés sur ce template-là. Puis il m'a généré des menus de cafétéria. Fait que ça, j'ai généré des données synthétiques, euh, comment dire, pseudo-réalistes, là. Donc, tu sais, tu lis ça, puis tu dis, OK, ça ressemble à une recette, là, ça fonctionne. Fait que ça m'a permis de générer des données réalistes avec un modèle de langage. Fait que ça peut être une façon de générer des données pour une étude. Mais la façon d'évaluer que ça, c'est une bonne recette, il faudrait que je fasse la recette puis j'y goûte, là. Fait que ça serait ça ma métrique, c'est est-ce que c'est mangeable, par exemple. Ça pourrait être ma métrique. Disons, en nutrition ici, on génère des recettes, puis on les fait, puis on les goûte, puis on est capable de tester si la recette fait du sens. Fait que, pour chaque étude, la métrique va être complètement différente. Encore 5 minutes pour des questions. Je vais arrêter mon partage d'écran, puis on va se Ouais. voir en pleine face. D'abord, merci François pour la présentation.
Est-ce qu'on a des questions que quelqu'un voudrait poser de vive voix? Et voilà. Sinon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc, on vous a mis dans le chat un lien à la communauté de pratique, puis François va mettre la documentation. Vous allez pouvoir la retrouver dans la communauté de pratique si jamais vous voulez pouvoir revoir le contenu qui a été présenté. Merci beaucoup. Ouais, j'ai un petit mot de clôture aussi pour me rejoindre, Vas-y. me trouver. Je suis sur la communauté d'Alias, donc c'est une belle place pour venir me parler. En commercial, François Pelletier, c'est mon username sur le Mattermost. Aussi, vous pouvez m'écrire par courriel. Je vais vous mettre mon courriel dans le chat, mais tout va être disponible de toute façon sur la communauté. Fait que c'est la meilleure place pour rien manquer. Venez nous trouver. Puis on va tout partager ça là. Aussi, je suis actif sur LinkedIn. Mon entreprise s'appelle jevalide.ca. C'est ma petite business comme travailleur autonome. J'ai une infolettre aussi que j'aborde des sujets plus critiques autour de l'intelligence artificielle qui s'appelle Oui, mais je l'aime, LLM. Fait que, j'ai fait un jeu de mots avec ça. Oui, mais je LLM.ca, c'est mon infolettre. Ça, c'est une belle façon de se tenir au courant aussi. Là, je l'ai démarré dernièrement. J'ai été malade un peu, mais là, je la starte pour de bon. Et aussi, je suis membre d'un groupe où on est un groupe de chercheurs, on a un think tank qui s'appelle la Concorde OLA, donc des OLA Fellowship. Et nous, on est plus autour des enjeux de politique publique, autour de l'intelligence artificielle, donc un cercle de réflexion de chercheurs. Si vous avez un intérêt de participer à ce genre d'initiative-là, vous pouvez me rejoindre aussi et discuter de ça. Fait que c'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui pour ce qui est de me contacter et continuer cette discussion-là ensemble. Merci beaucoup, François. L'enregistrement va aussi être disponible. Il va vous être envoyé par courriel. Donc, on vous laisse aller. Bonne semaine à tout le monde. Merci encore pour votre participation. À la prochaine. Frank, tu peux-tu rester un peu? Je m'en vais d'ici, là. On va-tu dans l'autre chat? Yes.